Nathan Reed contemplait l'horizon de New York depuis son bureau d'angle au 63e étage. Le soleil de l'après-midi faisant scintiller les monuments de verre et d'acier qui entouraient la tour Reed. À 42 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf la paix. Le téléphone sur son bureau sonna, brisant sa réflexion momentanée. La voix de son assistante retentit dans l'interphone avec une hésitation inhabituelle qui le fit se redresser. « Monsieur, il y a un appel de l'hôpital Mercy. Ils disent que c'est urgent. »« Passez-les-moi » répondit Nathan en passant une main dans ses cheveux poivre et sel. Les hôpitaux appelaient rarement pour de bonnes nouvelles. « Monsieur Reed » une voix féminine, professionnelle mais douce. « Ici le docteur Elaine Porter de l'hôpital Mercy. J'appelle au sujet d'Emily Brooks. Elle vous a désigné comme le père de son nouveau-né. Le monde sembla basculer sur son axe. Emily Brooks, son ex-femme. 6 mois s'étaient écoulés depuis la finalisation de leur divorce après 5 ans de mariage qui avait commencé dans la passion et s'était terminé dans un silence glacial. « C'est impossible. »« Oh mais, dit-il, sa voix tombant à un murmure, bien que personne ne fût là pour l'entendre. « Oh, nous sommes divorcés depuis 6 mois et avant cela. » Il s'interrompit, se rappelant la dernière année amère de leur mariage où ils avaient vécu plus comme des colocataires hostiles que comme mari et femme. « Monsieur Reed, je comprends que cela soit inattendu. Madame Brooks a été admise tôt ce matin avec des complications. Le bébé est né prématuré à 32 semaines. Elle a insisté pour que nous vous contactions. L'esprit de Nathan s'emballa dans des calculs. Si le bébé était prématuré à 32 semaines et qu'il s'était écoulé 6 mois depuis le divorce, le timing le rendait à peine possible. Mais ils étaient pratiquement séparés depuis des mois avant cela, vivant sous le même toit, mais s'orbitaient comme des planètes distantes. « Il doit y avoir une erreur, » dit-il fermement. « Ou alors elle ment. » La voix du médecin se refroidit. « Monsieur Reed, Madame Brooks est actuellement en récupération. Le petit garçon est à Lucine. Elle n'a indiqué aucune famille comme contact d'urgence. Vous êtes le seul nom qu'elle a fourni. » Nathan ferma les yeux. Emily était brouillée avec sa famille depuis des années. L'une des nombreuses choses qu'ils avaient en commun lorsqu'ils s'étaient rencontrés. 2 orphelins ambitieux des circonstances. Ils avaient reconnu l'un chez l'autre une détermination farouche à réussir à tout prix. « Je serai là dans 30 minutes, » dit-il enfin. Puis il raccrocha sans attendre de réponse. Il appuya sur le bouton de l'interphone pour son assistante. « Annulez mes réunions pour le reste de la journée. Urgence personnelle. » 20 minutes plus tard, Nathan franchit les portes coulissantes de l'hôpital Mercy, son costume sur mesure et sa présence imposante faisant tourner les têtes. Au bureau d'accueil, une jeune femme leva les yeux, une lueur de reconnaissance dans le regard. Nathan Reed n'était pas seulement riche. Son visage apparaissait régulièrement dans les magazines d'affaires et les actualités locales. « Je viens pour Emily Brooks », dit-il sans préambule. La réceptionniste l'orienta vers l'étage de maternité. Dans l'ascenseur, Nathan desserra sa cravate, se sentant soudain étouffé. La dernière fois qu'il avait vu Emily, c'était dans le bureau de leur avocat en divorce, tous deux signant les papiers avec une efficacité détachée qui trahissait leur relation autrefois passionnée. Elle était belle même alors, ses cheveux noirs tombant en vagues autour d'un visage qui s'était aminci durant leur dernière année ensemble. Il y avait eu un moment, un seul, où leurs regards s'étaient croisés au-dessus des documents signés, et Nathan avait cru voir quelque chose, du regret peut-être, mais cela avait disparu, remplacé par le masque froid qu'elle avait perfectionné durant leurs derniers mois. Le docteur Porter l'accueillit à la station des infirmières, une femme grande aux yeux bienveillants et à l'attitude directe. « Monsieur Reed, merci d'être venu. Madame Brooks se repose mais elle est stable. Le bébé a été délivré par césarienne d'urgence en raison d'une prééclampsie. Il est petit, 1,9 kg, mais ses constantes vitales sont solides. Je veux la voir d'abord, dit Nathan. Le médecin hocha la tête. Elle est dans la chambre 418. Elle a traversé beaucoup aujourd'hui, alors veuillez garder la visite brève. Nathan trouva la chambre facilement. Il s'arrêta à la porte, soudain incertain. Que disait-on à son ex-femme qui venait de vous désigner comme le père de son enfant? Un enfant qui, si le timing était juste, avait été conçu lors de leur dernière tentative désespérée de sauver leur mariage. Prenant une profonde inspiration, il poussa la porte. Emily était allongée dans le lit d'hôpital, sa peau pâle contrastant avec les draps blancs, des cernes sombres sous ses yeux fermés. Une perfusion goûtait régulièrement à côté d'elle. Elle semblait fragile, un mot qu'il n'aurait jamais associé à la femme farouchement indépendante qu'il avait épousée. Comme si elle sentait sa présence, les yeux d'Emily papillonnèrent et s'ouvrirent. Pendant un instant, la confusion voila ses traits, puis la reconnaissance apparut, suivie de quelque chose que Nathan ne put déchiffrer. « Tu es venu ?» dit-elle, sa voix rauque. « Tu m'as désigné comme le père de ton enfant. À quoi t'attendais-tu »
Son ton fut plus dur qu'il ne l'avait voulu, le choc résonnant encore en lui. Émilie grimaça. Je n'avais personne d'autre à appeler. Est-ce vrai? demanda-t-il en s'approchant du lit. Est-ce qu'il est de moi? Elle soutint son regard. Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? Émilie détourna le visage. M'aurais-tu cru? Nous nous parlions à peine à la fin. Cette nuit-là en décembre, dit Nathan doucement. Après l'affaire Thompson, Émilie hocha la tête. Tous deux s'en souvenaient. Un rare dîner de célébration, après que Nathan eut conclu un accord qui avait pris des années à se concrétiser. Ils avaient bu du champagne coûteux, remémoré les bons moments, et pour une nuit prétendu que le gouffre entre eux n'existait pas. Ils s'étaient effondrés dans le lit avec la familiarité d'amants de longue date et le désespoir de gens s'accrochant à quelque chose déjà perdu. « J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines après la finalisation du divorce, » dit Émilie. « J'ai essayé de t'appeler, mais ton numéro avait changé. Tu aurais pu me contacter via l'entreprise, » fit remarquer Nathan, la colère commençant à mijoter sous son extérieur composé. « Et dire quoi? Désolé de te déranger, mais cette nuit où nous avons eu pitié l'un de l'autre pourrait avoir donné un bébé. » La colère d'Émilie s'enflamma. « Tu as été très clair sur le fait que tu voulais une rupture nette. Pas de pension, pas d'actifs partagés, juste une excision chirurgicale de moi de ta vie. » Nathan passa une main dans ses cheveux. « Tu as accepté ces termes avec enthousiasme, si je me souviens bien. Je voulais partir aussi, » admit Émilie. Nous nous rendions mutuellement malheureux. Une infirmière passa la tête dans l'encadrement de la porte. « Madame Brooks, il est temps pour vos médicaments. »« Et monsieur, le médecin a mentionné de garder la visite brève. » Nathan hocha la tête. « Je vais y aller. » Mais nous n'avons pas fini cette conversation. Le visage d'Émilie s'adoucit légèrement. « L'as-tu vu? »« Non. Le verras-tu avant de partir ?» Nathan hésita. Un bébé, son fils, était quelque part dans cet hôpital. Une petite personne dont il ignorait l'existence jusqu'à 1 heure plus tôt. La pensée était écrasante. « Oui, dit-il enfin. Je le verrai. » Lucine était un environnement calme et contrôlé, un contraste saisissant avec le chaos que Nathan ressentait intérieurement. Une infirmière le conduisit à une couveuse où une petite forme était reliée à des moniteurs. Le bébé était incroyablement petit, avec une peau translucide et une légère couche de cheveux noirs qui rappelait à Nathan ceux d'Émilie. « Vous pouvez le toucher à travers ces ouvertures, » expliqua l'infirmière en indiquant les ouvertures circulaires dans la couveuse. Nathan hésita, puis passa soigneusement sa main par l'ouverture. D'un doigt, il toucha doucement la main du bébé. À sa surprise, les minuscules doigts se refermèrent réflexivement autour du sien. Quelque chose bougea dans la poitrine de Nathan. Un resserrement qui n'était pas tout à fait désagréable. Il fixa le petit visage, cherchant toute ressemblance avec lui-même ou Émilie. « A-t-il un prénom ?» demanda Nathan sans détacher les yeux du bébé. « Pas encore », répondit l'infirmière. Madame Brooks voulait attendre. Tandis que Nathan se tenait là à observer la douce montée et descente de la poitrine de son fils, son téléphone vibra dans sa poche. Le monde extérieur s'imposait. Il retira soigneusement son doigt de la prise du bébé et recula. « Je dois y aller, » dit-il à l'infirmière, « mais je reviendrai demain. » Dehors de l'hôpital, Nathan s'assit dans sa voiture, les mains serrant le volant. Emily Brooks, la femme qu'il avait autrefois assez aimée pour l'épouser, la femme qu'il avait à peine reconnue ensuite alors qu'ils s'éloignaient l'un de l'autre, était de retour dans sa vie, et elle avait apporté avec elle un fils, son fils. La question était maintenant de savoir quoi en faire. Nathan dormit à peine cette nuit-là, son appartement en penthouse paraissant plus vide que d'habitude, alors que l'aube se levait sur Manhattan. Il se doucha et s'habilla méthodiquement, son esprit repassant les événements de la veille. À 7 heures, il était de retour à l'hôpital, un gobelet de café intact refroidissant dans sa main, tandis qu'il montait dans l'ascenseur vers l'étage de maternité. Il vérifia d'abord l'état du bébé. Dans la lumière artificielle de Lucine, son fils, le mot semblait encore étranger dans son esprit, paraissait légèrement plus fort, sa peau moins translucide. Une infirmière différente l'accueillit, le mettant à jour sur les progrès de la nuit. « C'est un battant », dit-elle avec un sourire encourageant. « Ses niveaux d'oxygène se sont améliorés depuis hier. » Nathan hocha la tête, ne sachant que dire. Il se tint là, à observer la petite poitrine monter et descendre, comptant chaque respiration comme pour se rassurer de la poursuite de l'existence de l'enfant. « Souhaitez-vous essayer de le tenir aujourd'hui ?» demanda l'infirmière. « Le contact peau à peau est bénéfique pour les bébés prématurés. »« Je ne sais pas comment faire, » admit Nathan. Une rare confession d'inadéquation de la part d'un homme qui se targuait de compétence en toute chose. « Je vais vous montrer, » proposa-t-elle. « C'est plus simple que de conclure un accord commercial. Je promets. »
La plaisanterie, douce comme elle l'était, brisa une partie de la tension. 20 minutes plus tard, Nathan était assis dans un fauteuil inclinable, sa chemise déboutonnée, le petit corps chaud de son fils reposant contre sa poitrine nue. Une couverture les recouvrait tous les deux, et l'infirmière avait positionné les divers tubes et fils pour permettre le contact. Nathan n'avait jamais ressenti plus de terreur ou plus de protection de sa vie. Le poids du bébé était négligeable. Pourtant, il se sentait ancré par lui, incapable et peu désireux de bouger. « Je vais vous laisser tous les deux un moment », dit l'infirmière. « Appuyez simplement sur le bouton d'appel si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Tandis que la porte se fermait, Nathan baissa les yeux sur le visage endormi. « Je ne sais même pas comment t'appeler, » murmura-t-il. J'y pensais à Alexander. La voix d'Emily retentit depuis l'encadrement de la porte. Elle était en fauteuil roulant, l'air épuisé mais déterminé. Une infirmière se tenait derrière elle, clairement mécontente de cette visite non programmée. « Mademoiselle Brooks devrait se reposer », dit l'infirmière de manière pointed. « Je serai brève », promit Emily, ses yeux ne quittant pas Nathan et le bébé. Nathan hocha la tête à l'infirmière qui se retira à contre-cœur, les laissant seuls. « Alexander », répéta Nathan, « d'après ton grand-père. » Emily parut surprise qu'il s'en souvienne. « Oui, c'était le seul membre de la famille qui m'ait jamais soutenu. »« Alexander Reed », ou contesta Nathan le nom à voix haute. « Brooks Reed », corrigea doucement Emily, « si ça te va. » Nathan étudia son visage. Elle paraissait différente d'hier, plus alerte, mais aussi plus sur la défensive, comme si elle avait eu le temps de reconstruire certaines de ses barrières. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-il, la question qui l'avait tenu éveillée toute la nuit. Emily soupira, ajustant sa position dans le fauteuil roulant. « J'ai essayé, Nathan. Je suis venu à ton bureau en janvier, mais ton assistante exécutive, la nouvelle, ne m'a pas laissé passer la réception sans rendez-vous. Et quand j'ai appelé, elle a dit que tu étais booké pour des semaines. » Meredith suivait le protocole, dit Nathan, bien qu'un soupçon de doute traversât son esprit. Emily avait-elle vraiment essayé de le contacter? « En février, j'étais en colère, » continua Emily. « Je me suis convaincue que tu ne méritais pas de savoir, que je pouvais le faire seule, comme j'ai fait tout le reste dans ma vie. Voilà l'indépendance farouche qui l'avait initialement attiré vers elle et qui avait finalement creusé un fossé entre eux. Emily Brooks s'était hissée de la pauvreté pour devenir une conservatrice d'art respectée. Quand ils s'étaient rencontrés à l'inauguration d'une galerie 6 ans plus tôt, sa détermination égalait la sienne. « Et qu'est-ce qui a changé ?» demanda Nathan, sa main se déplaçant instinctivement pour soutenir le dos du bébé qui remuait légèrement. « À la réalité, » dit Emily avec un sourire amer. « Des nausées matinales qui duraient toute la journée, des complications qui m'ont obligé à réduire mes heures à la galerie, des factures médicales. » Elle marqua une pause. Et peut-être la prise de conscience que ma fierté n'était pas plus importante que son droit de connaître son père. Nathan absorba cela. « M'aurais-tu dit un jour si tu n'avais pas eu à appeler depuis l'hôpital? J'avais ton nom sur le plan de naissance, admit-elle. Mais je n'étais pas sûre de le faire quand le moment viendrait. » Ils restèrent en silence un moment. Le seul son était le bip doux des moniteurs reliés à Alexander. « Je vends la galerie, » dit enfin Emily. « Un client a fait une offre le mois dernier. C'est une bonne. Suffisante pour qu'Alexander et moi ayons un nouveau départ ailleurs. » La tête de Nathan se releva brusquement. « Tu quittes New York? J'y pensais à Boston. Mon amie Sarah a une maison d'amis où nous pourrions séjourner jusqu'à ce que je règle les choses. »« Et moi dans tout ça ?» demanda Nathan, une vague surprenante de possessivité montant dans sa poitrine. « Tu viens de me dire que j'ai un fils, et maintenant tu prévois de l'emmener à Boston. » L'expression d'Emily se durcit. « Je ne te l'enlève pas, Nathan. Tu le sais depuis moins de 24 heures. Et soyons honnêtes, quel rôle comptais-tu jouer de toute façon? Les chèques de pension alimentaire ne nécessitent pas de proximité géographique. » L'accusation piqua, en partie parce que Nathan n'avait pas encore pensé au-delà de la situation immédiate. Quel rôle voulait-il dans la vie de son fils? L'enfant remua contre sa poitrine, et Nathan ressentit à nouveau ce resserrement étrange. « Ce n'est pas juste, » dit-il doucement. « Tu ne m'as pas donné la chance de décider. » Les yeux d'Emily brillèrent. « La vie n'est pas juste. Quelque chose que nous avons tous les deux appris tôt, n'est-ce pas? » C'était vrai. Ils s'étaient initialement liés sur des enfances similaires. Emily élevée par un grand-père alcoolique après la mort de ses parents. Nathan ballotté entre foyers d'accueil après que sa mère l'eût abandonné. Leur détermination partagée à ne plus jamais être vulnérable les avait rapprochés et finalement séparés. « Que veux-tu de moi, Emily ?» demanda directement Nathan. Elle soutint son regard. « Rien que tu ne sois prêt à donner. Un soutien financier aiderait, oui, mais je ne m'attends pas à ce que tu deviennes soudain père de l'année.
Le ton de rejet dans sa voix attisa la nature compétitive de Nathan. « Ne me sous-estime pas. » Émilie sourit presque. « Je ne l'ai jamais fait. C'était l'un de nos problèmes, souviens-toi » Un coup à la porte les interrompit. Le docteur Porter entra, fronçant les sourcils en regardant Émilie. « Madame Brooks, vous devriez être au lit. Vous avez subi une opération majeure hier. »« Je pars, dit Émilie, mais ses yeux restèrent sur Nathan. « Réfléchis à ce que tu veux, Nathan. Vraiment. Pas ce que tu penses devoir vouloir ou ce que ton image exige. Alexander mérite cela. » Tandis que le médecin emmenait Émilie en fauteuil, Nathan resta avec le poids de ses mots et le poids plus léger de son fils sur sa poitrine. Il baissa les yeux sur Alexander, étudiant les petits traits pour y trouver une ressemblance avec lui-même. « Que veux-je » murmura-t-il. Le téléphone de Nathan vibra dans sa poche. D'une main libre, il vérifia l'écran. 15 appels manqués et 23 emails depuis la veille. La fusion Thomson ne se finaliserait pas seule. Les investisseurs de Hong Kong n'attendraient pas. Le monde qu'il avait bâti continuait de tourner, exigeant son attention. Pourtant, pour la première fois dans sa vie acharnée et implacable, Nathan Reed se demanda s'il y avait quelque chose de plus important que le prochain accord, la prochaine acquisition, la prochaine victoire. Quand l'infirmière revint 1 heure plus tard, elle trouva Nathan encore en train de tenir Alexander, lui parlant doucement de tout et de rien. Ses rêves d'enfance, le bâtiment qu'il avait conçu lui-même, la galerie où il avait rencontré Émilie pour la première fois. Le bébé dormait paisiblement, inconscient du tumulte dans l'esprit de son père. « Vous êtes un naturel !» commenta l'infirmière en aidant à remettre Alexander dans sa couveuse. Nathan ajusta ses vêtements, le masque corporate glissant de nouveau en place. Quand pourra-t-il quitter l'hôpital? Cela dépend de ses progrès. Probablement au moins 3 semaines, en supposant aucun contretemps. 3 semaines. La fusion Thomson serait terminée d'ici là. L'expansion à Hong Kong serait en cours et Émilie se préparerait à emmener son fils à Boston. Nathan jeta un dernier regard à Alexander, puis se dirigea vers la sortie. En passant devant la station des infirmières, il prit une décision impulsive et s'approcha du bureau. « J'aimerais des informations sur les factures médicales de mon ex-femme », dit-il en sortant son portefeuille. « Emily Brooks, chambre 418. Je veux couvrir toutes les dépenses, passées et futures. » L'infirmière l'orienta vers le service de facturation, où Nathan tendit sa carte Platinum sans sourciller devant les coûts croissants d'une naissance prématurée et de soins intensifs néonatals. « Y a-t-il autre chose, monsieur Reed ?» demanda l'employé de facturation, clairement impressionné par sa générosité aisée. « Oui, » dit Nathan, prenant une autre décision impulsive. « Je veux savoir ce qu'il faudrait pour les faire transférer à New York Presbyterian. Leur unité néonatale est la meilleure de la ville. Cela nécessiterait des approbations médicales, des autorisations d'assurance. Faites-le, » interrompit Nathan en glissant sa carte de visite sur le bureau. « L'argent n'est pas un problème. Appelez-moi directement en cas de souci. » De retour dans sa voiture, Nathan vérifia enfin sa messagerie vocale. Les messages de plus en plus inquiets de son assistante concernant les réunions manquées se mêlaient aux questions de son avocat sur des frais hospitaliers inattendus. Nathan démarra le moteur, mais ne s'éloigna pas immédiatement du trottoir. Il passa un appel à son chef de la sécurité, un ancien militaire qui gérait les affaires sensibles avec discrétion. « Jack, j'ai besoin d'une vérification de casier sur le docteur Helen Porter à l'hôpital Mercy et d'une surveillance sur Emily Brooks. Discrète, rien d'intrusif. Juste garder un œil sur elle. Un problème, monsieur ?» demanda Jack d'une voix neutre. Nathan fixait l'entrée de l'hôpital. « Pas un problème, une situation. Je viens d'apprendre que j'ai un fils. » 2 jours plus tard, Nathan était assis dans son bureau à domicile, fixant le dossier que Jack avait compilé. La vérification sur le docteur Porter n'avait rien révélé de suspect. Elle était exactement ce qu'elle semblait être. Une obstétricienne respectée avec 20 ans d'expérience. Le rapport sur Emily était plus éclairant. Les relevés financiers montraient que sa galerie, Brooks Contemporary, battait de l'aile depuis 1 an. Ce qui avait été un espace florissant pour les artistes émergents était victime de loyers en hausse et de changements démographiques dans le quartier. Emily avait contracté une 2e hypothèque 6 mois plus tôt, juste au moment de leur divorce. Son assurance maladie était minimale, le genre de couverture basique que les indépendants choisissent souvent. La vente de la galerie dont elle avait parlé n'était pas seulement une bonne opportunité, c'était une nécessité financière. Nathan referma le dossier, mal à l'aise avec cette intrusion dans la vie privée d'Emily, mais incapable de regretter d'avoir demandé ces informations. Il avait besoin de comprendre l'ensemble du tableau avant de prendre des décisions. Son interphone sonna. «
Monsieur Reed, votre avocat est là, annonça sa gouvernante. Faites-le entrer. Madame Chen Gregory Harmon entra dans le bureau d'un pas assuré, celui d'un homme qui facturait 850 $ de l'heure. Il avait géré le divorce de Nathan et était son conseil juridique depuis près d'une décennie. J'ai rédigé les documents comme vous l'avez demandé, dit Greg en posant un dossier sur le bureau de Nathan. Bien que je pense toujours que c'est prématuré, j'apprécie vos préoccupations, répondit Nathan en ouvrant le dossier pour parcourir les papiers. Mais je dois établir mes droits avant qu'elle ne quitte l'État. Un test de paternité serait la première étape logique, fit remarquer Greg en s'asseyant en face de Nathan. La déclaration de votre ex-femme ne fait pas automatiquement de vous le père. Je connais la biologie, Greg. Le ton de Nathan était sec, le timing correspond. Et franchement, Emily n'est pas du genre à mentir sur ce genre de choses. Les gens changent, dit prudemment l'avocat, surtout quand l'argent est en jeu. Nathan leva les yeux brusquement. Qu'insinuez-vous? Greg leva les mains. Je ne fais que mon travail, Nathan. Vous avez accumulé une richesse considérable depuis la fin de votre mariage. Un enfant lui donnerait droit à un soutien substantiel. La suggestion qu'Emily fabriquait une revendication de paternité pour des raisons financières irrita Nathan plus qu'il ne l'aurait cru. Malgré leur divorce amer, il savait que son intégrité était incontestable. Je ferai le test. Ah, concéda Nathan. Mais avancez avec les papiers. Je veux la garde partagée sur la table avant qu'elle n'établisse sa résidence dans le Massachusetts. Compris. Greg ramassa sa mallette. Je dépose demain matin. Et Nathan, ajouta-t-il en s'arrêtant à la porte, soyez prudent avec tout engagement financier non officiel pour l'instant. Cela pourrait être interprété comme une reconnaissance de paternité. Après le départ de l'avocat, Nathan se versa 2 doigts de scotch, bien qu'il fût à peine midi. Il fit tourner le liquide ambré, réfléchissant à son prochain coup. Le transfert à l'hôpital qu'il avait organisé avait été refusé. Alexander n'était pas assez stable pour être déplacé, selon le docteur Porter. Emily était sortie hier, mais passait la majeure partie de son temps à Lucine. Le téléphone de Nathan sonna. L'écran affichait l'hôpital Mercy. Il répondit immédiatement. « Monsieur Reed, ici l'infirmière Wilson, de Lucine. Il y a eu un changement dans l'état de votre fils. » La poigne de Nathan se resserra sur le téléphone. « Quel genre de changement ?»« Il a développé une infection. Le docteur Porter lui a commencé des antibiotiques. Mais elle a pensé que vous deviez savoir. »« J'arrive tout de suite. » Nathan était déjà en mouvement, attrapant ses clés et sa veste. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un brouillard de circulation et d'anxiété croissante. En 3 jours depuis qu'il avait appris l'existence d'Alexander, Nathan avait visité Lucine tous les matins et soirs. À chaque fois, il avait tenu le petit garçon contre sa poitrine, émerveillé par les traits miniatures parfaits, la poigne déterminée des petits doigts. Il trouva Emily dans la salle d'attente de Lucine, le visage tiré par l'inquiétude. Elle leva les yeux quand il s'approcha, un soulagement remplaçant brièvement la tension dans son expression. « Que s'est-il passé ?» demanda Nathan. « Ils ne savent pas comment l'infection a commencé, » dit Emily, sa voix tremblante. Ils ont remarqué que sa température était élevée lors du contrôle du matin. Puis ses niveaux d'oxygène ont commencé à baisser. Nathan arpenta la petite pièce. « Où est Porter? Je veux lui parler. » « Elle est avec lui en ce moment. »« Nathan, assieds-toi, s'il te plaît. Tu me rends encore plus nerveuse. » À contre-cœur, Nathan prit le siège à côté d'elle, remarquant à quel point elle semblait épuisée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et elle portait ce qui semblait être les mêmes vêtements que la veille. « Tu es resté ici toute la nuit ?» demanda-t-il. Emily hocha la tête. Je ne pouvais pas le quitter. « Tu dois te reposer » dit Nathan, le ton autoritaire glissant automatiquement. Emily rit d'un rire fatigué. C'est riche, venant de l'homme qui a autrefois travaillé 72 heures d'affilée pour conclure l'acquisition Westlake. C'était différent, n'est-ce pas? Les yeux d'Emily rencontrèrent les siens. Tu as toujours mis le travail en premier, Nathan, même pendant notre lune de miel. Souviens-toi, Bora Bora, tu as passé plus de temps en appel-conférence qu'à la plage avec moi. L'accusation toucha juste parce qu'elle était vraie. Nathan avait bâti son empire par une concentration implacable et des sacrifices, y compris le sacrifice de son mariage. « J'ai changé », dit-il. Bien que même à ses propres oreilles, la revendication sonnait creuse. Emily ne répondit pas, se tournant plutôt quand le docteur Porter entra dans la salle d'attente. Les 2 parents se levèrent immédiatement. « Les antibiotiques commencent à faire effet », dit le médecin sans préambule. Sa fièvre a légèrement baissé et ses niveaux d'oxygène se stabilisent. Les prochaines 24 heures seront critiques, mais il répond au traitement. « Pouvons-nous le voir ?» demanda Emily.
Le docteur Porter hocha brièvement la tête. Nous limitons les contacts pour réduire le risque d'infection supplémentaire. Ils la suivirent jusqu'à l'USIN où Alexander était allongé dans sa couveuse, paraissant encore plus petit et vulnérable qu'avant. Des moniteurs et tubes supplémentaires avaient été ajoutés, chaque bip et lecture rappelant sa fragile emprise sur la vie. Emily pressa sa main contre la barrière en plastique, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Nathan se tenait à côté d'elle, luttant contre un resserrement inattendu dans la gorge. « C'est un battant », les assura le docteur Porter. « Les prématurés font souvent face à des revers, mais ils sont remarquablement résilients. » Après son départ, Nathan et Emily restèrent en silence, observant leur fils lutter à travers les parois transparentes qui les séparaient. « J'ai déposé une demande de garde partagée aujourd'hui, » dit enfin Nathan, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse reconsidérer. Emily se raidit à côté de lui. « Quoi ? J'ai demandé à mon avocat de rédiger des papiers de garde. Je ne veux pas que tu l'emmènes à Boston. » Emily se tourna vers lui, la colère remplaçant l'épuisement dans ses yeux. « Tu as fait quoi ? Notre fils se bat pour sa vie, et toi tu t'inquiètes des arrangements de garde. » « Je pense à son avenir, » se défendit Nathan. « Il devrait être à New York avec accès aux meilleurs soins médicaux, aux meilleures écoles. Avec un père qui le verra 15 minutes entre 2 réunions d'affaires. » La voix d'Emily monta, attirant un regard d'avertissement d'une infirmière proche. « Ce n'est pas juste, » siffla Nathan en baissant la voix. « Tu ne sais pas quel genre de père je serai. »« Toi non plus, » rétorqua Emily. « Tu le connais depuis 3 jours, Nathan. 3 jours. Et ton premier réflexe est d'appeler ton avocat. » Présenté ainsi, cela sonnait effectivement insensible. Mais Nathan avait bâti son succès sur des actions rapides et décisives. « J'essaie de faire ce qui est juste. »« Juste pour qui ?» demanda Emily, la voix brisée. « Pour Alexander ? Pour moi ou pour toi et ton ego ?» Avant que Nathan ne puisse répondre, un moniteur relié à Alexander se mit à sonner. Le personnel médical accourut, repoussant les 2 parents pendant qu'ils travaillaient sur le petit corps. « Que se passe-t-il » cria Emily, les mains pressées contre sa bouche. Le docteur Porter apparut à leur côté. Ses niveaux d'oxygène baissent à nouveau. J'ai besoin que vous sortiez tous les 2. Ils furent reconduits dans la salle d'attente, où Emily s'effondra dans un fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. Nathan se tint là, impuissant, le contrôle qu'il maintenait soigneusement dans tous les aspects de sa vie lui échappant. Les minutes s'étirèrent en une heure agonisante. Quand le docteur Porter revint enfin, son expression était grave mais pas vaincue. « Nous l'avons stabilisé pour l'instant », rapporta-t-elle. « Mais l'infection est plus agressive que nous ne le pensions initialement. Nous changeons ses antibiotiques et le surveillons de près. »« Va-t-il s'en sortir ?» demanda Nathan, exprimant la peur qui planait entre eux. L'hésitation du médecin en disait long. « Les prochaines 12 heures sont critiques. J'aurais aimé vous donner de meilleures nouvelles. » Après son départ, Nathan s'affala dans le fauteuil à côté d'Emily. Sans réfléchir, il prit sa main. À sa surprise, elle ne se dégagea pas. « J'ai peur, Nathan, » murmura-t-elle. Une confession qu'il n'avait jamais entendue d'elle auparavant. « Moi aussi », admit-il, les mots inhabituels sur sa langue. Ils restèrent en silence, connectés par leur peur partagée et la petite vie qui luttait à quelques pièces de là. La colère et les reproches de quelques instants plus tôt semblaient triviaux maintenant. « Je n'essaie pas de te l'enlever, » dit enfin Emily. « J'avais juste besoin d'un nouveau départ. La galerie coule, et New York est trop cher pour une mère célibataire. » Nathan serra plus fort sa main. « Tu n'es pas obligé de faire ça seul. J'ai été seule la majeure partie de ma vie. » On lui rappela Emily. « C'est ce que je connais. C'est ce que nous connaissons tous les 2. » Nathan corrigea doucement. « Peut-être que c'est pour ça que nous n'avons pas réussi. 2 personnes trop habituées à mener leur propre bataille. » Emily le regarda. Vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis leur divorce. « Quand es-tu devenu si perspicace ? Probablement quand j'ai tenu notre fils. » Admit Nathan. Ah, ça change la perspective. Un fantôme de sourire effleura les lèvres d'Emily. « Oui, ça change. » Ce moment de connexion fut interrompu par le téléphone de Nathan. Il l'ignora jusqu'à ce qu'il vibre une 3e fois rapidement. « Tu devrais répondre, » dit Emily en retirant sa main. « C'est probablement important. » Nathan vérifia l'écran. « Jack, son chef de la sécurité, Reed, » répondit-il sèchement. « Monsieur, il y a une situation au bureau, » rapporta Jack. « Meredith m'a demandé d'appeler. Les représentants Thompson menacent de partir si vous ne venez pas pour la signature. Ils attendent depuis 3 heures. L'accord Thompson, valant des milliards,
Aboutissement de 2 ans de travail, pierre angulaire de l'expansion de Reed Enterprises en Asie. Nathan jeta un œil à Emily, qui l'observait avec cette expression résignée qu'elle avait trop souvent portée pendant leur mariage. « Dites-leur que j'arrive dans 30 minutes, dit-il en raccrochant. « Vas-y, dit Emily avant qu'il ne puisse parler. Certaines choses ne changent jamais, hein ? Oh, c'est différent, et insista Nathan. Cet accord en est toujours un autre. Termina Emily pour lui. Je connais le scénario, Nathan. Je l'ai vécu pendant 5 ans. Nathan se leva, déchiré entre l'appel des affaires et la vie fragile dans l'USN. Je reviens dès que c'est fini. Ne t'inquiète pas pour nous, dit Emily en se détournant. On s'en sortira. Comme toujours. Nathan hésita, puis se pencha et posa un baiser sur son front. Je reviens, y promit-il. Les choses sont différentes maintenant. Tandis qu'il se dirigeait vers la sortie, Nathan essaya d'ignorer la voix dans sa tête, qui soulignait que ses actions prouvaient qu'Emily avait raison. Certaines choses ne changeaient jamais, mais il leur montrerait à tous les deux qu'ils pouvaient être différents, qu'il pouvait être le père dont Alexander avait besoin. À mi-chemin de sa voiture, le téléphone de Nathan sonna à nouveau. Cette fois, c'était le docteur Porter. « Monsieur Reed, vous devez revenir immédiatement », dit-elle, la voix urgente. « L'état d'Alexander s'est aggravé. Nous l'emmenons en chirurgie d'urgence. » Nathan courait déjà vers l'entrée de l'hôpital. « Que s'est-il passé ?» L'infection a affecté son cœur. Nous devons opérer maintenant. « J'arrive, » dit Nathan, sa décision prise en un instant. Tandis qu'il courait vers l'USN, il appela Jack. « Dites au représentant Thompson que je ne viendrai pas. Reporté ou annulé. Peu importe. »« Monsieur. » Et la voix de Jack trahissait le choc. « Mais la fusion !»« Mon fils subit une chirurgie d'urgence. » Nathan le coupa. « Rien d'autre ne compte pour l'instant. » Il raccrocha en atteignant Lucine, où Emily se tenait entourée de personnel médical, le visage blême de terreur. Elle leva les yeux quand il s'approcha, surprise et soulagement se mêlant dans son expression. « Tu es revenu, » dit-elle. Nathan prit sa main, la serrant fort. « Je ne vais nulle part, » promit-il, et cette fois, il le pensait. La salle d'attente chirurgicale devint leur monde pour les 6 heures suivantes. Nathan et Emily étaient assis côte à côte, parlant occasionnellement, mais le plus souvent silencieux, unis dans leur veille. À plusieurs reprises, le téléphone de Nathan vibra avec des messages de son bureau, mais il les ignora tous, son attention entièrement fixée sur les portes fermées, au-delà desquelles les chirurgiens luttaient pour sauver la vie de son fils. Emily somnolait par intermittence contre son épaule, l'épuisement finissant par l'emporter. Nathan resta éveillé, son esprit bouillonnant de souvenirs et de regrets. Il repensait à leur jour de mariage 5 ans plus tôt, Emily rayonnante dans une simple robe blanche, tous deux rougissant de succès et d'ambition. Ils avaient juré de construire une vie ensemble, mais en chemin, ils avaient plutôt édifié des vies séparées, des chemins parallèles qui se croisaient rarement. Quand le docteur Porter émergea enfin, son bonnet chirurgical encore en place, les 2 parents se levèrent d'un seul mouvement. « Il a survécu à l'opération », annonça-t-elle. Et Nathan sentit Emily s'affaisser de soulagement à côté de lui. « Nous avons réparé les dommages à sa valve cardiaque. Il est en train d'être transféré en salle de réveil maintenant. Va-t-il s'en sortir ?» demanda Emily, la voix petite. « Il est toujours en état critique, mais ses chances sont bien meilleures maintenant. » dit prudemment le médecin. « Les prochaines 48 heures nous en diront plus sur son pronostic à long terme. Vous devez vous préparer. Sa récupération sera un marathon, pas un sprint. »« Quand pourrons-nous le voir ?» demanda Nathan. « Dans environ 1 heure. Il sera fortement sédaté. » Après le départ du docteur Porter, Emily s'effondra dans son fauteuil, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Nathan s'assit à côté d'elle, ses propres émotions menaçant de submerger son contrôle habituel. « J'ai cru que nous allions le perdre, » murmura Emily. « Moi aussi, » admit Nathan. Il hésita, puis ajouta « J'ai appelé mon bureau. Je leur ai dit que je ne viendrais pas dans un avenir prévisible. » Emily le regarda avec incrédulité. « Et l'accord Thompson ?»« Ça n'a pas d'importance. Nathan Reed, qui abandonne une fusion à $1 milliard. » Emily secoua la tête. « Je n'aurais jamais cru voir ce jour. »« Moi non plus, » dit honnêtement Nathan. Mais en les regardant emmener Alexander en chirurgie, rien n'a jamais mis les choses en perspective comme ça. Une infirmière s'approcha d'eux, brisant le moment. « Madame Brooks, nous avons préparé une chambre pour que vous vous reposiez. Le docteur Porter insiste pour que vous dormiez un peu avant le retour d'Alexander de la salle de réveil. » Emily semblait prête à protester, mais Nathan serra sa main. « Vas-y, je reste et j'attends. »
Tu viendras me chercher dès qu'il sera de retour. À la seconde près, promit-il. Après qu'Emily eut suivi l'infirmière à contre-cœur, Nathan passa une série d'appels. D'abord à son équipe exécutive, autorisant son directeur financier à gérer les négociations Thompson en son absence, puis à son avocat pour arrêter le dépôt de la demande de garde. Alors qu'il terminait le dernier appel, son assistante Meredith appela. « Monsieur Reed, j'ai reporté vos réunions pour les 2 prochaines semaines comme demandé. » rapporta-t-elle efficacement. « Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin ?» Nathan hésita. « Meredith, est-ce qu'Emily Brooks a essayé de me voir en janvier ?» Une pause. « Oui, monsieur. Elle est venue au bureau plusieurs fois sans rendez-vous, et vous ne l'avez pas laissée passer parce que vous m'aviez demandé de filtrer tous les appels et visites personnelles après le divorce, monsieur. Surtout de Madame Brooks. Vous aviez dit que c'était une rupture nette et de ne pas être dérangé avec, je cite, « les retombées émotionnelles ». Nathan ferma les yeux, se rappelant l'état amer dans lequel il était après avoir signé les papiers de divorce. « Merci pour la clarification, Meredith. À l'avenir, veuillez passer immédiatement Madame Brooks si elle appelle ou vient. »« Bien sûr, monsieur. Et puis-je vous dire félicitations pour votre fils. » Le mot le secouait encore. Fils, Nathan Reed, qui avait passé sa vie à éviter les attachements et les vulnérabilités, était le père de quelqu'un. Quand ils l'autorisèrent enfin à voir Alexander, le bébé était relié à encore plus de machines qu'avant, son petit corps paraissant incroyablement fragile parmi les tubes et les fils. Une infirmière expliqua chaque moniteur et chaque lecture, assurant à Nathan que même si cela semblait effrayant, Alexander tenait bon. « Souhaitez-vous lui lire quelque chose ?» suggéra l'infirmière en remarquant l'incertitude de Nathan. Même sédatés, les bébés réagissent à la voix de leurs parents. Nathan n'avait pas de livre pour enfants, mais il avait sa tablette. Il la sortit et chercha une histoire. Après un moment de réflexion, il commença à lire Le Petit Prince, sa voix basse et régulière dans la pièce calme. Une fois, quand j'avais 6 ans, j'ai vu une magnifique image dans un livre intitulé « Histoire vraie de la nature sur la forêt vierge ». Il lisait encore 1 heure plus tard quand Emily apparut dans l'encadrement de la porte, les cheveux humides d'une douche, portant des tenues fournies par l'hôpital. « C'était mon livre préféré quand j'étais enfant », dit-elle doucement en venant se tenir à côté de lui. Nathan marqua sa page et posa la tablette de côté. Le mien aussi. Ma 3e mère d'accueil me le lisait. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent légèrement à cette révélation personnelle. Nathan avait rarement parlé de son enfance pendant leur mariage. « Comment va-t-il » demanda-t-elle en reportant son attention sur leur fils. « Stable. » Ses constantes vitales se sont légèrement améliorées au cours de la dernière heure. Emily effleura doucement les cheveux d'Alexander. « Je n'arrête pas de penser à quel point il est petit, et pourtant il se bat si fort. Il tient ça de toi, dit Nathan, cette force obstinée. Emily sourit faiblement. Et de toi, les hommes Reed n'abandonnent pas facilement, n'est-ce pas? Non, en effet. Nathan observa son visage tandis qu'elle regardait leur fils. Malgré l'épuisement et l'inquiétude gravés là, elle était toujours belle à ses yeux, toujours la femme qui lui avait autrefois fait croire en des possibilités au-delà de la prochaine conquête commerciale. Au cours des 2 semaines suivantes, Alexander se révéla effectivement un battant. Jour après jour, son état s'améliora, d'abord sevré du ventilateur, puis nécessitant progressivement moins de médicaments et de support. Nathan et Emily établirent une routine tacite, se relayant à l'hôpital, se croisant dans les couloirs avec des mises à jour et des tasses de café. Nathan travaillait à distance quand il le fallait, sa tablette et son téléphone maintenant Reed Enterprises en marche, tandis qu'il divisait son temps entre Lucine et le salon familial de l'hôpital. À sa surprise, le monde ne s'effondra pas sans sa présence physique au bureau. L'accord Thompson se conclut avec succès sous la direction de son directeur financier, et l'expansion à Hong Kong avança comme prévu. Ce fut au cours de la 3e semaine, alors qu'ils regardaient tous deux Alexander dormir, maintenant dans un berceau ordinaire plutôt qu'une couveuse, qu'Emily brisa leur trêve prudente. « J'ai réfléchi à Boston », commença-t-elle hésitante. Nathan se tendit. « Quoi à ce sujet ? Je ne pense pas que nous devrions y aller. » Emily croisa directement son regard. « Alexander a besoin de nous deux, au moins pour l'instant. Et le spécialiste que le docteur Porter a recommandé est ici à New York. » Un soulagement envahit Nathan, bien qu'il gardât une expression neutre. « Et la galerie ? Tes plans ?» Emily soupira. La vente a échoué la semaine dernière. L'acheteur s'est retiré après avoir entendu parler de l'état d'Alexander. « Trop d'incertitudes, a-t-il dit. »« Je suis désolé, » dit Nathan, et il le pensait vraiment. La galerie avait été la fierté et la joie d'Emily, l'aboutissement de son parcours d'étudiante boursière en art à conservatrice respectée.
Ce n'est pas grave. Certaines choses comptent plus. Elle effleura la joue d'Alexander. Je trouverai autre chose. Nathan resta silencieux un moment, pesant soigneusement ses mots. J'ai une proposition. Émilie haussa un sourcil. Professionnelle ou personnelle? Les deux peut-être. Nathan se pencha en avant. La Fondation Reed planifie une initiative artistique. Soutenir les artistes émergents, fournir des espaces d'exposition, offrir des subventions. Elle a besoin de quelqu'un pour la diriger, quelqu'un avec vision et expérience. Tu veux que je travaille pour toi? Le ton d'Émilie était incrédule. Pas pour moi, avec moi. La fondation est séparée de Reed Enterprises. Tu aurais un contrôle créatif total. Émilie étudia son visage. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu es doué dans ce que tu fais, dit honnêtement Nathan. Et parce que ça te permettrait de rester à New York, de t'offrir une stabilité financière, de garder ta carrière dans les arts. Massa et de garder Alexander près de toi. Mon, s'ajouta Émilie avec perspicacité. Nathan hocha la tête. Ça aussi. Émilie resta silencieuse un long moment. J'aurais besoin de mon propre bureau, séparé de la tour Reed. Bien sûr. Et d'un budget que je contrôle dans la raison. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Et pas de microgestion de ta part. Je ne peux pas promettre ça, a admis Nathan, mais j'essaierai. Émilie baissa les yeux sur Alexander, puis les releva vers Nathan. J'y réfléchirai. 2 jours plus tard, le docteur Porter leur annonça la nouvelle qu'ils attendaient. Alexander était assez fort pour rentrer à la maison. Tandis qu'Émilie rangeait les quelques affaires de bébé qu'ils avaient accumulées dans la chambre d'hôpital, Nathan complétait les papiers de sortie, sa signature coulant au bas de formulaire après formulaire. « Il y a juste un problème », dit Émilie en se préparant à partir. « Je n'ai nulle part où aller pour nous. Mon appartement est en rénovation. J'étais censé être à Boston maintenant. » Nathan hésita seulement brièvement. « Venez au penthouse. Il y a plein d'espace, et j'ai fait installer une nurserie dans la suite d'invités. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Tu as planifié ça. »« Espérez, » corrigea Nathan. « Pas de pression. C'est temporaire jusqu'à ce que tu trouves un endroit qui convienne à vous deux. »« À nous tous. » amenda-t-il. Après un moment de réflexion, Émilie hocha la tête. « Temporaire. » accepta-t-elle. Ce soir-là, alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller dehors des fenêtres du sol au plafond du penthouse de Nathan, ils installèrent Alexander dans son nouveau berceau. La nursery avait été assemblée à la hâte, mais avec expertise par une décoratrice d'intérieur que Nathan avait appelée la semaine précédente. Peinte en gris doux et bleu avec un thème céleste qui rappelait à Émilie son exposition préférée à la galerie. « C'est parfait », dit-elle, sincèrement impressionnée. « Je ne savais pas que tu avais si bon goût en déco pour bébé. »« Je n'en ai pas, » admet Nathan. « J'ai montré à la décoratrice le site de ta galerie. Elle a dit que ça correspondait à ton esthétique. » La prévenance du geste prit Émilie au dépourvu. C'était un Nathan différent de l'homme qu'elle avait divorcé. Toujours autoritaire et confiant, mais avec une nouvelle conscience, une considération qu'elle n'avait pas vue auparavant. Ils s'installèrent dans une coexistence prudente. Au cours des semaines suivantes, Nathan convertit l'un de ses espaces de bureau à domicile en espace de travail pour Émilie, où elle pouvait rechercher des artistes et planifier le rôle à la fondation qu'elle avait accepté avec prudence. Alexander s'épanouissait dans l'environnement paisible, prenant du poids et de la force chaque jour. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse à regarder le coucher du soleil après avoir couché Alexander pour la nuit, Émilie exprima ce qui lui trottait dans la tête. C'est étrange, non? Vivre ensemble à nouveau après tout ça. Nathan but une gorgée de son vin. Bizarrement bon ou bizarrement mauvais? Je ne suis pas encore sûr. Émilie replia ses pieds sous elle sur le canapé d'extérieur. Mais différent. Tu es différent. Avoir la vie complètement bouleversée a tendance à changer la perspective, dit Nathan avec un sourire ironique. C'est plus que ça. Émilie l'étudia. Tu écoutes maintenant. Tu es présent. L'ancien Nathan aurait été sur son téléphone pendant le dîner, à calculer mentalement les marges bénéficiaires. L'ancien Nathan ne savait pas ce qu'il manquait, il admit doucement. Ils restèrent un moment dans un silence confortable avant qu'Émilie ne reprenne la parole. Je voulais te demander quelque chose. Cette nuit-là, la célébration Thompson en décembre. Pourquoi m'as-tu invité? Nous étions pratiquement séparés à ce moment-là. Nathan réfléchit à la question. Je crois que je voulais me souvenir de ce que nous avions été avant que tout ne tourne mal. Et peut-être, hésita-t-il, peut-être que je voulais voir s'il restait quelque chose à sauver. Et y en avait-il? Demanda Émilie, sa voix à peine audible par-dessus les bruits lointains de la ville. J'ai cru que non, dit honnêtement Nathan. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Émilie croisa son regard.
son expression vulnérable d'une manière qu'ils n'avaient pas vue depuis leur premier jour ensemble. « J'ai peur, Nathan. Pas seulement de souffrir à nouveau, mais de te faire souffrir. De retomber dans les mêmes schémas. Moi aussi, j'ai peur, confessa-t-il. Mais j'ai plus peur de ne pas essayer. Qu'Alexander grandisse avec des parents qui vivent des vies séparées parce qu'ils étaient trop têtus ou trop fiers pour résoudre leurs problèmes. Nous avions de vrais problèmes, lui rappela Emily. Ils n'ont pas disparu simplement parce que nous avons eu un bébé. Non, convint Nathan. Mais peut-être avons-nous maintenant de meilleures raisons de les affronter, de trouver des solutions plutôt que des issues de secours. Emily resta silencieuse un long moment. Je ne veux pas précipiter les choses. Moi non plus, dit Nathan. Nous avons tous les deux changé. Nous devons nous redécouvrir, comprendre qui nous sommes en tant que parents d'Alexander, avant de décider ce que nous pourrions être l'un pour l'autre. Emily hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. Ça semble raisonnable. Très peu, Nathanien. J'apprends, dit-il avec un sourire en réponse. 6 mois plus tard, par un matin d'automne frisquet, Nathan se tenait dans son bureau à la tour Reed, contemplant le paysage urbain. Sur son bureau trônait une photo encadrée d'Alexander, désormais un robuste bébé de 8 mois au sourire éclatant, avec les cheveux noirs d'Emily et, comme tout le monde s'accordait à dire, le menton déterminé de Nathan. Son interphone sonna. « Monsieur Reed, votre rendez-vous de 13h est là. Faites-la entrer », répondit Nathan en ajustant sa cravate. Emily entra, vêtue d'un blazer élégant et portant un portfolio. L'initiative artistique de la fondation Reed devait être lancée le mois prochain, et en tant que directrice, Emily avait travaillé sans relâche pour préparer l'exposition inaugurale. « Prêt pour le déjeuner ?» demanda-t-elle. « J'ai apporté les sélections finales d'artistes pour que tu les examines. En fait, » et dit Nathan en prenant son manteau, « je pensais qu'on pourrait faire un petit détour d'abord. » Emily haussa un sourcil. « Où ça ?»« C'est une surprise. » 20 minutes plus tard, leur voiture s'arrêta devant une maison en brownstone à Greenwich Village. Emily regarda Nathan d'un air interrogateur, tandis qu'il l'aidait à sortir du véhicule. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?»« On regarde des biens immobiliers, » répondit Nathan en la guidant vers les marches où une agente immobilière attendait. La brownstone était magnifique. 4 étages d'architecture classique avec des mises à jour modernes, un jardin privé à l'arrière et une terrasse sur le toit offrant une vue sur la ville. « C'est superbe », dit Emily après la visite. « Tu penses l'acheter pour la fondation ?» Nathan secoua la tête. « Je pense l'acheter pour nous. » Tous les trois, Emily le fixa. « Quoi ? Le penthouse a toujours été plus mon style que le tien, » expliqua Nathan. « Tu adorais notre premier appartement, celui du village avec les murs en briques et le puits de lumière. Tu disais qu'il avait du caractère. Tu t'en souviens ?» dit Emily, surprise. « Je me souviens de plus de choses que tu ne le crois, » répondit Nathan. « Cet endroit a du caractère aussi, et de l'espace pour qu'Alexander grandisse, un jardin où il pourra jouer. » Emily marcha lentement dans la chambre principale, passant les mains sur les moulures d'origine. C'est parfait. Mais Nathan, acheter une maison ensemble est un grand pas. Je sais. Nathan prit ses mains dans les siennes. Ces 6 derniers mois, te regarder avec Alexander, travailler avec toi sur la fondation, te redécouvrir, ça a été la période la plus heureuse de ma vie. Les yeux d'Emily brillèrent. La mienne aussi. Nous ne sommes pas les mêmes personnes qui se sont mariées il y a 5 ans, continua Nathan. Et nous ne sommes pas non plus ceux qui ont divorcé il y a 1 an. Je crois que nous sommes meilleurs, séparément et ensemble. Tu me demandes en mariage ? Demanda Emily, une pointe de sa franchise d'antan revenant. Pas encore, dit Nathan avec un sourire. Mais je suggère qu'on fasse un pas de plus. Vivre ensemble, non pas par contrainte des circonstances, mais parce que nous choisissons de construire un foyer pour notre fils et pour nous-mêmes. Emily regarda autour de la belle pièce, puis revint à Nathan. Tu ne vas pas l'acheter sans mon accord, hein ? L'ancien Nathan l'aurait fait. Le nouveau Nathan sait qu'il vaut mieux ne pas prendre de décision unilatérale concernant notre famille, répondit-il. C'est juste une option. On peut en voir d'autres. Notre famille, répéta doucement Emily. J'aime bien le son de ça. 6 mois après son divorce, Nathan Reed avait reçu un appel qui avait changé sa vie. 1 an après cet appel, alors que les feuilles d'automne tourbillonnaient autour des marches de leur nouvelle brownstone, Nathan regarda Emily pousser le landau d'Alexander par la porte d'entrée de leur maison. Le bébé babillait avec excitation, tendant les bras vers son père tandis que Nathan s'approchait. « Bienvenue à la maison », dit Nathan en soulevant son fils dans ses bras. De sa main libre, il attira Emily contre lui, déposant un baiser sur son front. « Maison », acquiesça-t-elle.
ses yeux croisant les siens avec une chaleur qui avait autrefois été perdue, mais qui maintenant, comme tant d'autres choses dans leur vie, avait été retrouvée. Tandis qu'ils franchissaient le seuil ensemble, Nathan réfléchit que certaines fins étaient en réalité des commencements déguisés, et que parfois les secondes chances arrivaient dans les emballages les plus inattendus. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran de fin.